Maintenant, le délai des ressources. On va retrouver les mêmes principes. Le délai des fournisseurs de matières premières. Alors, le délai des fournisseurs de matières premières, c'est dette fournisseur de matières premières du bilan comptable, divisé par les achats nets TTC de matières, TTC parce que les fournisseurs sont TTC aussi, multiplié par 360. Le délai des autres fournisseurs. Alors là, attention, parce que là, il faut faire vraiment attention à cela. Écoutez-moi bien. Vous oubliez souvent, et ça j'ai du mal à l'admettre, mais quand même c'est comme ça, hein, je constate depuis 25 ans, que ce que vous n'arrivez pas à imaginer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une charge décaissable, quelle qu'elle soit, en face il y a un fournisseur. À chaque fois qu'il y a une charge décaissable, en face il y a un fournisseur qui, par définition, qui vous a fourni soit le produit, soit la matière, soit le service. Pourquoi je dis ça ? Mais parce que parmi les fournisseurs, il n'y a pas que les fournisseurs de matière. Regardez bien. Si vous avez un loyer, par exemple, il y a un fournisseur de loyer. Si vous avez des charges d'entretien, de nettoyage, en face, il y a bien un fournisseur d'entretien, de nettoiement, etc. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Donc, à chaque fois qu'il y a une charge décaissable, en face, il y a un fournisseur. Donc, pour le délai des autres fournisseurs, eh bien, je prends des charges diverses. On vous dit dans l'énoncé, il y a des charges diverses, tant. D'accord. Eh bien, le délai, c'est les dettes des fournisseurs de charges diverses du bilan comptable, divisé par les achats nets TTC de charges diverses. Je ne mélange pas tout, les fournisseurs de matière avec les fournisseurs de charges diverses. Vous voyez, bien entendu. Ça, vous ne pouvez pas l'inventer, on est obligé de vous le donner, bien entendu. Le tout multiplié par 360. Alors, le problème des délais, des salaires et des charges sociales. Alors, tout d'abord, le délai du salaire net. Alors, je vous rappelle quand même, là aussi vous avez fait de la comptabilité, avant d'en être là, juste quelques minutes probablement. Donc, vous vous souvenez que l'histoire de la masse salariale, attention, c'est le salaire brut plus les charges sociales patronales. Et que le salaire net, c'est le salaire brut moins les charges sociales salariales. Or, il faut séparer, j'espère que vous le comprenez, le salaire net des charges sociales, salariales et patronales. Pourquoi ? Une seule raison, c'est parce que ces deux types de charges ne sont pas payés en même temps. Vous savez bien que dans les entreprises, enfin il faut l'espérer, vous êtes rémunéré, ou vous le serez, à la fin du mois. D'accord ? Ou le premier, ou le 2, ou le 3, ou le 4 de chaque mois. Est-ce que vous êtes d'accord ? Tandis que les charges sociales, c'est pas forcément payé tous les mois à la même date. Il peut y avoir une autre date. Voilà pourquoi il faut séparer. Donc, le reste du salaire net, d'accord ? Eh bien, ça dépend de la date à laquelle vous avez été payé. Exemple, regardez bien, je vous donne 2 exemples. Je vous dis, vous êtes payé à la fin du mois. Est-ce que vous êtes d'accord que le délai moyen, ça fait 15 jours ? Exactement comme pour les clients. Pourquoi ? Ben oui, le travail que vous avez fait le premier jour, il vous est payé dans 30 jours. Le travail que vous avez fait le deuxième jour, il est payé dans 29 jours. Le travail que vous avez fait le troisième jour, il vous est payé dans 27 jours. Donc en moyenne, ça fait 15 jours. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si je vous dis maintenant, votre salaire est payé le 2 de chaque mois, est-ce que vous êtes d'accord que le délai, ça va faire 15 plus 2, 17 ? D'accord ? Parce que là aussi, ne me dites pas ça fait 2, ne me dites pas ça fait 1. Parce que si vous me dites ça fait 2, ça voudrait dire en français que lorsque vous rentrez dans une entreprise, exemple le 1er janvier, la paye du mois de janvier, vous la touchez le 2 janvier. Intéressant. Je ne connais pas d'entreprise qui fasse ça. D'accord ? Ok. Ça, non. Donc, si on vous dit que vous êtes payé le 2, ça veut dire que vous attendez en moyenne 17 jours pour toucher votre salaire. Le délai des éventuels acomptes versés en cours de mois. Alors, on est bien d'accord que il est possible de demander des acomptes en cours de mois. Le problème, c'est est-ce que l'acompte est versé avant le 15 du mois ou est-ce que l'acompte est versé après le 15 du mois. Si l'acompte est versé avant le 15 du mois, d'accord, je voudrais que vous compreniez, c'est pour ça que dans le modèle tout à l'heure, vous vous en souvenez peut-être pas, dans le tableau, mais parmi les emplois, j'avais écrit acompte et j'avais mis entre parenthèses si versé avant le 15. Si l'acompte est versé avant le 15 du mois, pour l'entreprise, ça se traduit par un besoin à financer.
un emploi et pas par une ressource. Par contre, le deuxième cas, bien entendu, ça se traduira par une ressource. Eh bien, si l'acompte est versé avant le 15 du mois, le délai, c'est la date de versement de l'acompte. Alors, exemple, acompte versé le 10, eh bien, vous mettrez délai 10 jours. Le deuxième cas, c'est lorsque l'acompte est versé entre le 15 et le 30 du mois. Est-ce que vous êtes d'accord que vous comprenez le problème de la limite du 15? Regardez bien. Si votre salaire était payé, le salaire d'un mois était payé le 15 du mois, là, ça veut dire qu'il y aurait égalité parfaite entre ce que vous attendez pour être payé et ce que l'employeur attend de vos services. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous étiez payé, vous rentrez au mois de janvier, d'accord, le 15 janvier, imaginons que vous soyez payé l'intégralité du mois de janvier, il y a égalité parfaite entre l'employeur et l'employé. À partir du moment où vous êtes payé le 30, mais c'est vous, en fait, qui, entre guillemets, faites cadeau de 15 jours à votre employeur, en moyenne. Parce que vous êtes obligé d'attendre 30 jours avant d'être payé. Si vous étiez payé le 15, ça ferait 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes payé avant le 15, c'est un besoin financé par l'entreprise. Si vous êtes payé entre le 15 et le 30, c'est une ressource pour l'entreprise. Voilà pourquoi, si l'acompte est versé entre le 15 et le 30, ça se traduira par une ressource pour l'entreprise. Premier exemple, acompte versé le 18 du mois. Alors, je vous donne deux façons de raisonner. La première qui est la plus intéressante et la deuxième qui va beaucoup plus vite. Le délai, c'est 15 moins, j'ouvre la parenthèse, 30 moins 18. Ce qui revient à dire que c'est 18 moins 15. Ça fait 3, évidemment, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, regardez bien, je vous prends un deuxième exemple, exprès. Si je vous dis que l'acompte est versé le 15 du mois, j'applique exactement la même chose et ça fait 0. D'accord? Vous voyez bien. C'est-à-dire que quand quelque chose en termes de salaire est versé le 15 du mois, ça veut dire que vous êtes exactement au milieu, il y a égalité absolue. On est d'accord? Le délai des charges sociales, maintenant. Le délai des charges sociales dépend de la date à laquelle vous payez les charges sociales. Exemple, on vous dit les charges sociales sont payées le 10 de chaque mois, le délai c'est 15 plus 10, donc 25. Le délai de la TVA collectée, j'espère que vous comprenez que le délai de la TVA collectée est exactement le même que le délai de la TVA déductible, puisque tout ça, ça dépend de la date à laquelle vous payez la TVA. Si on vous dit encore une fois, la TVA est payée le 20 de chaque mois, le délai, c'est 15 plus 20, ça fait 35. On est d'accord? Ça, c'était pour les délais des emplois et des ressources. Maintenant, il faut faire les coefficients de pondération des emplois. On est d'accord? Alors, je vous rappelle, s'il en était besoin, que c'est là où, selon les énoncés, on doit raisonner globalement ou unitairement. D'accord? Quelle est la différence entre les deux? Il y en a, j'allais dire, il n'y a pas de différence, on va trouver la même chose si on raisonne globalement ou unitairement. Pourquoi on trouvera la même chose? Parce que vous allez comprendre, je vais vous montrer les formules, qu'en fait, la différence entre le global et l'unitaire, c'est que j'ai multiplié en haut et en bas, donc numérateur, dénominateur, par la même chose qui sont les quantités. Donc je simplifie par les quantités, du coup ça devient unitaire, bien entendu. On est d'accord? Donc je vous dis, c'est ici que l'on peut raisonner soit globalement, soit unitairement, selon l'énoncé. Alors on va reprendre la même chose avec tous les coefficients des différents stocks. Premier cas, on doit raisonner globalement. Donc C égale le coût d'achat hors taxe des matières premières consommées divisé par le chiffre d'affaires hors taxe total. Vous remarquerez que pour les coefficients, et c'est ça l'unité de mesure commune. C'est pour ça qu'on trouve les emplois et les ressources exprimés en jours de chiffre d'affaires hors taxe, parce que regardez bien, vous allez voir que chaque fois, je vais diviser par le chiffre d'affaires hors taxe total. Ça va me donner une unité de mesure commune. D'accord? Premier cas, on raisonne globalement, on fait comme ça pour les matières premières. Deuxième cas, on raisonne unitairement, mais regardez bien. C'est le coût hors taxe des matières premières consommées pour fabriquer un produit divisé par le prix de vente unitaire hors taxe. De grâce, ne vous affolez pas, vous ne pourrez pas faire les deux. C'est-à-dire que soit l'énoncé va vous donner le compte de résultat et le bilan, et vous serez obligé de raisonner globalement, ou alors l'énoncé va vous donner des éléments, le prix de vente unitaire et le coût de production unitaire, le coût de la matière première pour fabriquer un produit, donc il n'y aura pas d'ambiguïté. Est-ce qu'on est d'accord dans le jour d'un examen? Pour les marchandises, on doit raisonner globalement
coût d'achat hors taxe des marchandises sur le chiffre d'affaires hors taxe. On doit raisonner unitairement, le coût d'achat hors taxe d'une marchandise vendue divisé par le prix de vente unitaire hors taxe. Pour les produits finis, on doit raisonner globalement le coût hors taxe de production décaissé des produits vendus. Je vous rappelle que tout ça sont des définitions dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Et si on doit raisonner unitairement, c'est le coût hors taxe de production décaissé d'un produit, coût hors taxe de production décaissé d'un produit sur le prix de vente unitaire hors taxe. J'ai bien dit coût de production décaissé. Donc à l'intérieur, encore une fois, on n'intègre pas les amortissements éventuels. Et deuxième chose, autre erreur que vous faites souvent, dans le coût de production, là aussi j'y peux rien, j'ai beau vous le répéter, souvent vous faites des erreurs, dans le coût de production, bon, c'est pas un problème pour vous, vous intégrez, et pourtant c'est écrit en français dans l'énoncé, les charges de distribution. Vous avez la mâchoire qui tombe par terre, là, je vous rappelle que les charges de distribution, ça fait partie du coût de revient, pas du coût de production. On est bien d'accord. Vous voyez les petits pièges, c'est rien. Mais quand c'est écrit charge de distribution, ça ne rentre pas par définition dans le coût de production. OK ? Très bien. Le coefficient des stocks de produits en cours. Premier cas, on doit raisonner globalement. C'est le coût hors taxe de production des produits en cours divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. On doit raisonner unitairement. C'est le coût hors taxe de production d'un produit en cours divisé par le prix de vente unitaire hors taxe. On est d'accord. Bien entendu, si jamais vous devez raisonner notamment unitairement, l'énoncé vous donnera les pourcentages de matière, de main-d'œuvre, de charges indirectes d'atelier 1, d'atelier 2, à intégrer dans le coût de production du produit en cours. Vous ne pouvez pas l'inventer, bien entendu. Les coefficients des clients. Alors, je vous rappelle, il y avait plusieurs hypothèses. Première hypothèse, les clients règlent tous dans le même délai. Alors, si on raisonne globalement, alors là, C égale le CA-TTC total divisé par le CA hors taxe total. D'accord ? Pas de problème particulier. Si on doit raisonner unitairement, c'est le prix de vente TTC d'un produit divisé par le prix de vente unitaire hors taxe. Pas de souci. Vous voyez que je retrouve la même chose, puisque entre les deux façons de faire, vous voyez qu'en haut et en bas, la différence, c'est la quantité. D'accord ? Donc je peux simplifier par la quantité et je passe du premier cas au deuxième cas, bien entendu. D'accord ? Attention tout de même. Faites attention à ce que je vais dire maintenant. Si l'énoncé précise qu'une part du chiffre d'affaires est liée à des exportations, je vous rappelle qu'il n'y a pas de TVA sur les exportations. D'accord ? On va prendre un exemple quand même. CA annuel 1 million, dont 10% à l'exportation. Le coefficient, c'est 1 million moins 100 000, multiplié par 196, c'est-à-dire que c'est les 900 000 sur lesquels il y a de la TVA, et plus 100 000 sur lesquels il n'y a pas de TVA, divisé par 1 million. Vous voyez, ça fait 1,1764, et pas, comme vous l'auriez écrit probablement, 196. Voire, ce que je vois sur une copie sur deux, 0,196, ce qui est encore pire. Ça ne peut pas faire 0,196 quand vous prenez le prix TTC sur le prix hors taxe. D'accord ? À la rigueur, vous me dites ça fait 1,196. OK, mais 0,196, non. Une copie sur deux quand même, vous mettez 0,196. Là, vous ne pourrez pas dire je ne savais pas, je croyais que, j'en ai rêvé, on m'a menti. Vous voyez, je vous avertis que une copie sur deux, vous vous trompez. Alors maintenant, deuxième hypothèse, les clients règlent à des dates différentes. D'accord ? Alors, vous vous souvenez que quand nous avions calculé les délais, quand les clients règlent à des dates différentes, qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit, je veux que vous sépariez les clients. Vous savez, client qui paye comptant, client à 20 jours, client à 60 jours, client... Vous voyez. Et maintenant, c'est là où vont intervenir, vous savez, les fameux pourcentages. D'accord ? Donc, exemple, le coefficient du client A, c'est le chiffre d'affaires TTC du client A divisé par le chiffre d'affaires hors taxe total. Alors, un exemple, tout simplement. Les clients A représentant 20% du chiffre d'affaires règlent à 15 jours fin de mois. Les clients B, qui représentent 80% du chiffre d'affaires, règlent à 35 jours fin de mois. Donc, le délai des clients A, entre parenthèses, c'est 15 plus 15, puisqu'ils payent à 15 jours fin de mois. Ça fait 30, vous êtes d'accord ? Et leur coefficient, regardez bien, c'est le chiffre d'affaires hors taxe total, multiplié par 196 pour avoir le chiffre d'affaires TTC, et multiplié par 20%, puisqu'on nous dit que les clients A, c'est 20% du chiffre d'affaires total, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe total. Le délai des clients B, on me dit, ils payent à 35 jours fin de mois. Leur délai,
c'est 15 plus 35, vous savez, vous y êtes maintenant, ça fait 50. Leur coefficient des clients B, le chiffre d'affaires hors taxe total multiplié par 196, ça fait le chiffre d'affaires TTC, multiplié par 0,8, puisqu'on me dit que les clients B, c'est 80% du chiffre d'affaires, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe total. Encore une fois, vous voyez, pour les formules, il ne faut pas non plus... Vous voyez, pour les coefficients, c'est toujours divisé soit par le chiffre d'affaires hors taxe total, soit par le prix de vente unitaire hors taxe, si je raisonne unitairement. Donc, vous voyez, il y a quand même des éléments. Le coefficient de la TVA déductible. Donc, le coefficient de la TVA déductible, alors, si on doit raisonner globalement, c'est le montant de la TVA déductible sur toutes les charges, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Et si on doit raisonner unitairement, eh bien, c'est le montant de la TVA déductible sur la charge 1 plus la TVA déductible sur la charge 2, etc., s'il y en a plusieurs, divisé par le prix de vente unitaire hors taxe, bien entendu. Maintenant, on va voir les coefficients des acomptes sur salaire si réglés avant le 15 du mois. On va le régler, ça, avec les salaires où je vous ai fait une synthèse complète sur tout ce qui concerne les salaires, à savoir les acomptes, le salaire net et les charges sociales. D'accord ? Ensuite, nous allons voir les coefficients de pondération des ressources, puisqu'on vient de voir les coefficients de pondération des emplois. Donc, c'est le même principe. Donc, le coefficient des fournisseurs, d'accord ? Bien sûr, le principe que je vais donner là pour le coefficient, c'est le même, quelle que soit la nature du fournisseur, bien entendu. Fournisseur de matières, de charges diverses, de charges de distribution, de charges de production, tout ce que vous voulez, ce sera le même principe, bien entendu. Alors, premier cas, on doit raisonner globalement, car on dispose des achats totaux sur la période. Eh bien, le coefficient, c'est les achats TTC de ce fournisseur divisé par le chiffre d'affaires hors taxe total. Autrement dit, vous voyez que là non plus, c'est pas si compliqué que ça. C'est exactement le même principe que pour les clients. On est bien d'accord. Deuxième cas, on doit raisonner unitairement. C'est le prix d'achat TTC divisé par le prix de vente unitaire hors taxe. On est d'accord ? Pas de souci. C'est la même chose que pour les clients, bien entendu. Alors, nous y voilà. La grande source d'erreur dans le BFR normatif, ça va venir de là, les coefficients des salaires et des charges sociales. Alors, on y va. Coefficient des acomptes nets. Alors, je vous refais une petite remarque tout de même, que le coefficient des acomptes, se calcule exactement de la même façon que l'acompte soit payé avant ou après le 15. Les délais des acomptes sont différents selon qu'ils sont payés avant ou après le 15. Mais pour les coefficients, c'est la même façon de le calculer. Très bien. Très simple. Le coefficient, c'est l'acompte net, l'acompte, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe total. Donc, c'est pas ça qui est complexe. Le coefficient du reste du salaire net. Eh bien, le coefficient, c'est le reste du salaire net divisé par le chiffre d'affaires hors taxe total. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Pourquoi il nous dit que c'est difficile ? Vous allez le voir. Entre parenthèses, si je dois raisonner unitairement, c'est je divise par le prix de vente unitaire hors taxe, bien entendu. Le coefficient des charges sociales, c'est les charges sociales salariales et patronales divisées par le chiffre d'affaires hors taxe total. Je lis dans les yeux de certains, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Il n'y a rien de difficile là-dedans. J'y arrive. Alors, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'il faut faire attention à ce que je vais dire maintenant. Alors, dans certains énoncés, on va vous donner le montant unitaire ou total, peu importe, de la main-d'œuvre pour la production et ou pour la distribution. Alors, il faut que vous compreniez que ces montants représentent, écoutez-moi bien, la masse salariale. Oui, si je vous dis, pour fabriquer un produit, il y a 3 heures de main-d'œuvre à 50 € de l'heure. 50 € de l'heure, qu'est-ce que c'est ? C'est la masse salariale. Donc, ce n'est pas le salaire net, ce n'est pas le salaire brut. C'est la masse salariale, c'est-à-dire le salaire brut plus les charges sociales patronales. Donc, bien comprendre que ces montants représentent la masse salariale et qu'il faut, dans ce cas, séparer le salaire net qui est payé à une certaine date et les charges sociales salariales et patronales qui, elles, sont réglées toutes les deux en même temps, bien sûr, à une autre date. Est-ce qu'on est d'accord ? Je vous rappelle que le salaire brut, c'est le salaire net
plus les CSS, charges sociales salariales, que le salaire net, c'est donc le salaire brut moins les charges sociales salariales, que les charges salariales totales, ce sont les charges sociales salariales plus les charges sociales patronales, que la masse salariale, c'est donc le salaire brut plus les charges sociales patronales. Autrement dit, la masse salariale, ce que l'on va vous donner dans l'énoncé, d'accord? Le coût de production, vous voyez, la MOD pour fabriquer un produit, c'est tant. Je veux que vous entendiez que dans MOD, c'est la masse salariale qu'on vous donne, d'accord? C'est donc le salaire net plus les charges sociales salariales plus les charges sociales patronales. Je vous rappelle que les charges sociales salariales et patronales sont réglées en même temps par l'entreprise. Alors on va prendre un exemple, tout simplement. Un énoncé vous donne les informations suivantes. Regardez bien. MOD unitaire de production 320 €, prix de vente unitaire 1250 €. Je vous dis, les charges sociales salariales, c'est 20% des salaires bruts. Les charges sociales patronales, c'est 40% des salaires bruts. Je vous dis que les salaires nets sont réglés le 2 de chaque mois et les charges sociales, salariales et patronales bien entendu, sont réglées le 23 de chaque mois. Conséquence, je veux que vous compreniez, vous l'avez encore sous les yeux, que 320 €, c'est la masse salariale. Le problème, c'est qu'il faut séparer dans ces 320 la partie du salaire net de la partie des charges sociales, salariales et patronales. Franchement, là, vous allez voir, une fois qu'on a compris le principe, c'est tout le temps le même principe. En effet, en charge, on doit bien tenir compte de toutes les charges, le salaire net, les charges sociales salariales et les charges sociales patronales, bien entendu. Donc, j'ai le droit d'écrire 320, la masse salariale, égale salaire net, plus charges sociales salariales, plus charges sociales patronales. Vous êtes d'accord? Autrement dit, qu'est-ce que j'écris? 320, c'est le salaire brut plus les charges sociales patronales. Or, qu'est-ce que l'on me dit? Que les charges sociales patronales, c'est 40% du salaire brut. Donc j'ai le droit d'écrire 320 égale SB plus 0,4 SB. Autrement dit, SB égale 320 divisé par 1,4 et le salaire brut, c'est donc de 228,57. Si je connais le salaire brut, je connais les charges sociales salariales. On m'a dit que c'était 20% de ce salaire brut, 45,71. Donc je connais les charges sociales patronales, puisqu'on me dit que c'est 40% du salaire brut, donc 91,43. En résumé, le salaire net, c'est le salaire brut moins les charges sociales salariales. J'ai le salaire brut, 228,57, j'ai les charges sociales salariales, 45,71, donc j'ai le salaire net, 182,86. Et les charges sociales totales, ce sont bien entendu les salariales et les patronales, d'accord? Ça fait ici 137,14. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, ce petit exemple-là, je ne vais pas vous mentir, c'est le pire que vous puissiez avoir. Alors, mais attendez, on est en DCG, encore une fois, d'accord? Donc si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas capable de retenir, que quand on vous donne le coût de la main-d'œuvre, c'est forcément masse salariale. 2, si vous n'êtes pas capable de retenir que dans la masse salariale, il y a d'un côté le salaire net et de l'autre côté les charges sociales, que l'on doit les séparer, et comprenez pourquoi je dois les séparer. Tout simplement parce que les salaires ne sont pas payés aux mêmes dates que les charges sociales. Si les salaires et les charges sociales étaient payés en même temps, je n'aurais pas besoin de séparer le salaire des charges sociales. Je raisonnerais sur la masse salariale. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça, ni dans le monde réel, ni dans le cadre d'un examen. Donc, conclusion, le coefficient des salaires nets, ici, c'est le montant du salaire net, 182,86, divisé par le prix de vente unitaire hors taxe, et celui des charges sociales, 137,14, divisé par 1250, 0,10,97. On est d'accord? Le coefficient de la TVA collectée, c'est simple, c'est le coefficient, la TVA collectée, sur toute la période, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe total. Alors, les commentaires sur le BFR normatif.